Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. La conférence s'apprête à commencer. L'Institut national d'histoire de l'art et le château de Fontainebleau sont heureux de vous accueillir pour cette 9e édition du Festival d'histoire de l'art. Vous vous apprêtez à assister à la conférence s'intitulant Le Musée national d'art moderne hors les murs, qui vous sera présentée par Monsieur Bernard Blisten. Bonne écoute. Mesdames, Messieurs, bonjour. Oui, l'intitulé peut vous surprendre s'il s'agit de parler du peuple, mais il m'a semblé que le fait que le Centre Pompidou ait pris la décision d'aller à la rencontre de différentes populations, de différents peuples, pouvait en l'occurrence nous occuper pendant 1 heure à l'occasion donc de cette conférence. Oui, vous le savez sans doute, le Centre Pompidou a décidé, et c'était un choix qui, comme vous l'imaginez, était d'une extrême importance, de se placer hors de ses murs. L'expérience en tant que telle était évidemment un choix tout à fait déterminant, puisqu'un choix différent de celui d'une autre institution qui, comme vous le savez, est l'autre institution référente en matière d'art du XXe et du XXIe siècle, en l'occurrence donc le Musée d'art moderne de New York. Nous avons de fait décidé, il y a de cela quelques années, de sortir de nos murs. Il y avait certainement des raisons d'ordre purement pratique. Le Musée national d'art moderne, vous le savez, conserve aujourd'hui une collection de quelques 125 000 œuvres. Cette collection n'était que de 30 000 œuvres quand le Centre Pompidou a ouvert en 1977. Cette collection aussi s'est diversifiée puisque d'autres départements la constituent désormais, entre autres bien sûr un département de nouveaux médias, un département de photographie, d'architecture, de design. Bref, l'ambition même de la collection du Musée national d'art moderne ne saurait trouver sa place au sein même du Centre Pompidou. Des tentatives d'extension au sein du bâtiment ont été évidemment entreprises, mais il faut reconnaître qu'en regard de ce que nous nous devons même de présenter au public, il fallait trouver d'autres alternatives. De plus, et c'est un point, je crois, important de ce que j'aimerais souligner ici pour vous, nous sommes entrés dans une phase de globalisation, voire de mondialisation. Et notre collection, qui a toujours été une collection mondialisée, doit aujourd'hui, bien évidemment, amplifier sa recherche et se déployer sur des terrains qui sont évidemment des terrains qui conduisent tant par l'exposition que par la constitution même de la collection à la fois nous diversifier et à la fois amplifier même ce que nous devons de présenter. Parler donc ici du Centre Pompidou hors les murs, c'est parler, pour faire un lien avec le sujet trame générique de ce qui nous rassemble aujourd'hui ici à Fontainebleau, non pas du peuple mais des peuples, non pas d'une culture mais des cultures, non pas d'un univers qui est le nôtre mais bien évidemment d'univers dont on sait que le fonctionnement et que les règles du jeu sont souvent sensiblement différentes des nôtres. De ce fait, il fallait réfléchir à la manière de situer le Centre Pompidou hors de ses murs. Il fallait réfléchir à la possibilité même d'autres implantations. Je veux donc dire que ce choix n'est pas simplement un choix pratique, mais qui s'impose de fait comme un choix stratégique. Je veux donc dire qu'à la différence des rares autres grandes institutions d'art moderne et contemporain, et je mets à part Tate, la Tate Galerie de Londres, qui, comme vous le savez, a des implantations hors de Londres, nous sommes aujourd'hui quasiment la seule institution d'art moderne et contemporain qui ambitionne de construire, voire
de s'établir donc hors de son propre territoire. La chose, nous l'avons faite évidemment, comme vous le savez, avec le Centre Pompidou-Metz. Manière de dire que le Centre Pompidou devait aussi poser, à partir de ses collections, et dans la logique même d'une institution autre, devait poser donc en région, hors de Paris, les outils d'une réflexion sur l'art moderne et contemporain. Le Centre Pompidou-Metz a 10 ans maintenant. Il est en termes de public un succès à l'échelle même de la ville, plus de 300 000 visiteurs par an. C'est à peu près d'ailleurs le seuil que vous pouvez atteindre lorsque vous travaillez en région. Sa politique d'exposition est une politique d'exposition spécifique. Il ne s'agit pas de reprendre des expositions du Centre Pompidou Paris ou de la Maison Mère. Et le programme qu'Emma Lavigne, qui dirige le Centre Pompidou-Metz aujourd'hui, met en place, est évidemment un programme absolument remarquable, un programme essentiellement thématique. Il y a là d'ailleurs quelque chose de tout à fait intéressant qui peut-être peut nourrir cette réflexion sur le peuple. On a longtemps pensé que les musées en région devaient être de petites antennes du musée national. On a longtemps pensé qu'il fallait en région trouver de manière quasi encyclopédique, dans un format évidemment restreint, une lecture de l'art moderne et contemporain à l'image de celle que diffusait Paris. Or, il est clair que la donne a changé, que la façon dont les gens aujourd'hui se déplacent conduit à ce que ces institutions ne soient pas tant le relais des institutions centrales, mais des institutions spécifiques. Ce qui se dégage aujourd'hui, et je vous parle en connaissance de cause, puisque j'ai moi-même été pendant 7 années de ma vie directeur des musées de Marseille, ce qui se passe aujourd'hui est un point extrêmement important. Le public, les publics, appelons-les les peuples, à défaut d'un autre mot, veulent trouver dans différentes institutions des programmes spécifiques et non pas simplement quelque chose qui, de fait, si vous voulez, serait la simple transposition ou application de ce qui se ferait dans ce que l'on peut appeler une maison mère. Et le succès d'institutions en région repose sur cette spécificité. Il y a donc une singularité. Cette singularité, elle est aussi liée évidemment à un contexte. Ce contexte est évidemment une ville de l'Est, à proximité de l'Allemagne ou d'autres institutions. Cela contribue à la fois à ce que d'autres publics, bien évidemment, viennent voir les projets, mais à ce que la réflexion posée par Emma Lavigne et ses équipes soit une réflexion qui prenne en compte cette situation. Le Centre Pompidou, donc, vous le savez, c'est aujourd'hui cette collection absolument extraordinaire. C'est aujourd'hui cette collection qui, de fait, se nourrit, bien évidemment, de la logique du bâtiment construit par Renzo Piano et Richard Rogers, bâtiment qui aura bientôt accueilli 250 millions de visiteurs. Il faut là aussi réfléchir à ce qu'était l'ancien Musée national d'art moderne lorsqu'il était avenue du Président Wilson, dans un quartier chic de Paris. Et la différence avec, évidemment, l'implantation d'un bâtiment comme le Centre Pompidou au cœur même d'un Paris historique tout à fait différent, en l'occurrence au cœur du Marais. Il faut réfléchir aussi à ce qui, en termes de population, s'est transformé. On parle de boboisation du Marais. On parle en tout état de cause d'une mutation urbaine absolument fondamentale qui a été portée, bien évidemment, par la construction du Centre Pompidou. Mais au-delà de cela, ce qui me paraît extrêmement intéressant, c'est de comprendre qu'à quartier nouveau, public nouveau, public évidemment international, comme vous l'imaginez, c'est le fait d'une pareille institution, mais public également qui se diversifie au fil du temps. Pendant longtemps, le public du Centre Pompidou était essentiellement un public francilien. Il reste un public francilien. Mais lorsque vous observez aujourd'hui les statistiques, vous voyez que quelque chose bouge dans le paysage des musées, que 45% des publics sont des publics étrangers, que bien évidemment on voit également, de par la logique même de l'évolution de nos sociétés,
des publics d'autres cultures même venir fréquenter le Centre Pompidou. Le Centre Pompidou et d'autres institutions. Voyez les Chinois, qui bien évidemment n'étaient que fort peu il y a encore quelques années. Une classe moyenne accède justement à la culture et voyage. Au Centre Pompidou, nous avons vu passer de 1 à 3% des visiteurs le nombre de Chinois qui viennent chaque année. Alors certes, vous l'imaginez, cela n'a pas encore l'incidence majeure que cela pourrait avoir si, bien sûr, ce chiffre s'amplifiait, mais cela, de fait, nous a fait aussi réfléchir quant à la relation que nous pourrions entretenir avec une culture en pleine mutation qui est évidemment la Chine contemporaine, et c'est certainement l'un des facteurs qui, à un moment donné, nous a conduit à l'idée de nous implanter. Nous en reparlerons ensemble à Shanghai tout à l'heure. Donc le Centre Pompidou, c'est évidemment cette collection extraordinaire que nous déployons, vous le savez, à travers les deux espaces qui lui sont dévolus, le niveau 5 et le niveau 4. Mais il m'a semblé que l'un des aspects essentiels même pour essayer de créer une dynamique était que cette collection ne soit pas statique. Dans nombre de musées, lorsque vous allez et revenez, vous trouvez, somme toute, la plupart des mêmes œuvres en même place. Nous avons augmenté dans des proportions considérables les prêts. Nous prêtons aujourd'hui jusqu'à 6000 œuvres par an. Ces œuvres, nous les prêtons à la fois à nos partenaires naturels, les grandes institutions internationales, mais nous les prêtons également en région. Cette politique en région est aussi une politique qui vise à réfléchir à la question des publics. Et quand on dit le peuple, et l'on sait combien il y a 1000 façons, si vous voulez, d'appréhender les choses, moi je réponds qu'au-delà de la dimension philosophique même que la notion éveille à l'esprit, c'est aussi la notion des publics qui, d'une certaine façon, doit nous occuper, puisque de fait, en renouvelant les accrochages comme nous le faisons régulièrement, en faisant en sorte que l'espace du musée soit l'espace des questions, nous essayons de faire en sorte que l'histoire de l'art, et c'est bien l'histoire de l'art qui nous réunit tous et toutes ici aujourd'hui, n'apparaisse pas comme une science exacte, comme une science en quelque sorte immuable, mais comme une science en mouvement. Nous avons mis en place des rotations sous forme de salles dossiers qui illustrent certaines des images que vous voyez ici. Nous avons fait en sorte que nos salles permettent d'accueillir également des projets qui sont autant de réflexions sur des moments justement de l'histoire de l'art. Actuellement, des salles consacrées entre autres aux marchands d'art pour montrer la relation étroite qui s'est établie tout au fil de l'art moderne et contemporain avec les marchands d'art, avant des salles qui avaient été entre autres consacrées à d'autres moments, si vous voulez, de l'histoire des idées, de telle sorte que le musée est à la fois la trame narrative qui donne des repères historiques, il en faut, voire chronologiques. Pensez au public qui entre pour la première fois, pensez aux primo-visiteurs qui entrent pour la première fois dans pareille institution et qui se frottent à cet art moderne et contemporain qui, le temps ayant passé, reste néanmoins encore difficile d'accès. Et pensez donc à la nécessité de ces repères, mais pensez également à un point qui, à mon sens, est important, qui est ce rapport à l'autorité du discours. Souvenez-vous de Michel Foucault parlant de cette autorité du discours dans son discours d'intronisation au Collège de France. Songez au fait qu'il ne faut plus donner aux gens le sentiment que ce qu'on leur présente est la science exacte. Il faut leur donner la possibilité même d'interroger et de questionner la diversité même qui fait l'histoire de la pensée. Et de fait, la chose est encore plus complexe, encore plus dense lorsqu'il s'agit, comme vous l'imaginez, de questionner la globalisation et de décentrer notre regard.
Je dirais que le point peut-être crucial de la réflexion d'un centre Pompidou hors les murs réside dans cette idée, décentrer notre regard et nous interroger nous-mêmes lorsque nous travaillons hors nos murs, hors les murs, nous interroger nous-mêmes sur cette manière de construire, si vous voulez, l'histoire. On a nié pendant un certain temps la réalité de ce que les gens de ma génération appelaient les contextes, au nom d'une histoire globalisée qui faisait qu'après tout, on trouvait un récit glorieux, voire épique, qu'on ne remettait pas en question. Puis, comme l'a expliqué le philosophe Jean-François Lyotard, avec l'ère du postmodernisme à la fin des années 80, la question même des grands récits, des grandes narrations, s'est trouvée ébranlée. Il fallait les repenser, il fallait en quelque sorte les déconstruire. Cela s'est fait, vous le savez, tant dans l'architecture que dans toutes les disciplines qui font donc les disciplines de l'art, mais cela devait fondamentalement se faire à l'échelle même du musée, de la muséographie, voire de la muséologie. Il fallait aussi que la question du musée, sa façon de montrer, de mettre en scène, de mettre en perspective, soit une question qui soit, elle aussi, remise sur le tapis. Et pour ce faire, outre bien évidemment un récit qui ne pouvait plus être univoque, la question même de la globalisation nous a interrogés. Certes, la collection du Musée national d'art moderne était, depuis ses origines, 1945, une collection qui ne se concentrait pas uniquement sur l'art en Europe. Mais il est clair, et vous le savez comme moi, que le débat d'idées a pendant fort longtemps été un débat qui opposait art européen et art américain. Dès lors que les territoires de l'art se trouvaient évidemment dans une perspective tout autre, il fallait repenser la narration. Et repenser la narration supposait la repenser à l'intérieur, bien évidemment, du musée lui-même, mais il fallait également la repenser dans la relation de l'institution à d'autres territoires. Sur ces fondements-là, la première expérience que nous avons tentée est celle d'un centre Pompidou à Malaga. Pourquoi Malaga ? Peut-être parce qu'elle est la troisième ville d'Espagne et que ni Madrid ni Barcelone, dotées de multiples institutions, n'avaient besoin, en quelque sorte, d'un établissement de la sorte. Mais aussi parce qu'à un moment donné, le maire de Malaga est venu à nous avec l'idée de dire qu'il faisait un pari culturel, celui de doter sa ville, ville natale de Picasso, ce n'est pas rien, de doter sa ville de nouvelles institutions dévolues à l'art du passé, mais également à l'art du présent. L'idée nous a intéressés, car le maire nous a dit, vous savez, Malaga n'est pas tant en soi une très grande ville, 800 000 habitants, qu'une ville qui voit un flux de gens passer de par son port de plusieurs millions de personnes par an. Et ces populations diverses, qui viennent évidemment aussi bien de la Méditerranée que de beaucoup plus loin, font escale dans ma ville. Et je veux que ma ville, à un moment donné, ait une offre culturelle digne, en l'occurrence, de l'idée que je m'en fais. Nous avons eu l'opportunité à ce moment-là de nous implanter dans la ville en récupérant un bâtiment laissé comme tel, brut, au bord même du port. Ce bâtiment, nous avons demandé à Daniel Buren d'en faire en quelque sorte la signalétique, comme vous le remarquerez sur l'image qui est là. Daniel Buren a réalisé ce travail
à partir du cube de verre saillant sur le port, marquant en l'occurrence l'entrée du lieu. Les images qui sont là vous montrent à la fois le bâtiment dans sa relation à la ville et le bâtiment également dans son implantation au pied même du port, où il accueille aujourd'hui quelques 1000 visiteurs par jour. Alors vous me direz, nous sommes loin des 15 à 20 000 visiteurs par jour du Centre Pompidou de Paris, mais ces 1000 visiteurs sont eux-mêmes des gens qui, à un moment donné, dans l'instant d'arriver dans une ville où pour beaucoup d'entre eux, ils ne passeront, somme toute, que 48 heures, le pari justement d'institution muséale est un pari absolument déterminant. Et je dois vous avouer que, vous le voyez sur les quelques images qui sont là, ce pari a été gagné. Il a d'ailleurs été gagné de telle sorte que le maire de Malaga a renouvelé la convention pour 10 années. Nous avions un premier partenariat de 5 ans et qu'il l'a renouvelé dans la perspective justement de continuer d'offrir à la fois aux gens de Malaga, mais aussi à tous ceux qui passaient, une diversité d'expositions, 6 expositions par an, une exposition semi-permanente à partir de nos collections. Il est clair que ces implantations à l'étranger avaient aussi pour but, outre ce pas de côté dont je parlais, de montrer l'ampleur même de notre patrimoine. Mais chose intéressante, dès lors que vous concevez une collection semi-permanente pour 1 an ou 1 an et demi, à Malaga ou ailleurs, vous la pensez autrement. Vous répondez à la question que vous vous posez à vous-même différemment de la façon dont vous vous la posez lorsque vous êtes au Centre Pompidou Paris. Au Centre Pompidou Paris, lorsque nous concevons les accrochages des collections permanentes, nous ne travaillons pas nécessairement sur les œuvres dites iconiques, mais nous donnons quand même à voir les œuvres majeures qui appartiennent à nos collections pour faire en sorte que, dans les salles latérales, nous puissions, comme je l'expliquais tout à l'heure, élaborer ces salles dossiers qui fassent en sorte que la matière même des œuvres de cette extraordinaire collection devienne un outil de travail. Lorsque vous travaillez à Malaga, vous faites aussi en sorte d'avoir à l'esprit ce que les gens connaissent ou ce qu'ils ne connaissent pas. Vous faites aussi en sorte d'articuler vos projets en relation à une école d'art, voire à des infrastructures qui, dans la ville, ont aussi, bien évidemment, un rôle à jouer. Et nous travaillons, par exemple, en ce moment, à interroger nos propres collections espagnoles dans le cadre même de Malaga pour essayer de confronter, si vous voulez, la réalité de ce que sont ces collections avec le tissu même local. Comme nous travaillons la perspective d'élargir, d'amplifier nos collections espagnoles, non pas simplement à travers les noms mythiques que vous connaissez, mais à travers un travail peut-être plus fin, un travail plus articulé, sur différents mouvements, sur différentes scènes, sur différentes situations, qui, bien évidemment, constituent la richesse de la scène catalane, si vous parlez de Barcelone, les Espagnols, si vous parlez du reste du pays. Il y a donc, dans cette expérience des populations, si vous voulez, dès lors que nous les rencontrons dans des contextes différents, la possibilité, non pas de se réinventer, mais de mettre en perspective votre travail selon des axes qui, de fait, ont leur logique propre. Nous avions construit ce projet à Malaga en y apportant des œuvres de première importance, en faisant un travail également d'éducation et de pédagogie absolument nécessaire. Il nous est apparu que, au-delà de ce travail, il fallait familiariser certains artistes à cette scène locale. Et nous avons demandé à différents artistes d'organiser des expositions temporaires. Ici, par exemple, comme vous le voyez, Daniel Buren, qui,
à réaliser in situ un travail pour Malaga. D'autres artistes de Malaga eux-mêmes, je songe à ce formidable artiste de Séville qui se trouve à proximité de Malaga, Pedro G. Romero, venu lui aussi travailler entre autres sur le flamenco et nourrir une relation serrée avec l'un de nos grands philosophes et historiens des idées contemporains, Georges Didier Huberman. Manière, si vous voulez, là encore, de se dire qu'à partir d'un contexte donné, vous exposez différemment, mais que vous réfléchissez peut-être à ce qu'exposer veut dire. L'exposition, c'est aussi bien l'exposition des œuvres que l'exposition des idées, que l'exposition de la parole, que l'exposition de la réalité proprement pluridisciplinaire qui fait la création d'aujourd'hui. Et l'on peut, somme toute, dans un espace comme Malaga, plus petit, plus contraignant en termes de surface, considérer qu'on fait un petit laboratoire des idées et de la pensée moderne et contemporaine, sans entrer dans une logique, si vous voulez, qui serait celle d'une narration uniformisée, standard, et qu'on retrouverait partout. Il m'est même venu à l'esprit récemment qu'il était peut-être intéressant, nous qui faisons souvent référence aux philosophies du Nord, de revenir vers les philosophies du Sud. De la même manière qu'il m'a semblé probablement intéressant de mettre en œuvre une réflexion sur un philosophe dont vous connaissez sans doute le nom, Vladimir Yankelevitch, car Vladimir Yankelevitch a toujours dit que son travail se pensait à l'aune des cultures du Sud et non pas tant à l'aune de la philosophie kantienne ou hegelienne de fait des écoles du Nord. Le Nord, le Sud, cela me rappelle mes études où, lorsque justement je passais le concours, Fernand Braudel était en quelque sorte un des axes de recherche. Le Nord, le Sud comme des vases communicants, si vous voulez, et à mon avis comme une réflexion absolument nécessaire sur l'Europe contemporaine et sur, bien évidemment, les enjeux que vous pouvez y retrouver. De ce fait, dès lors que nous avions construit ce projet à Malaga, est venue l'opportunité d'un projet beaucoup plus ambitieux dans ces espaces, avec l'implantation d'un centre Pompidou à Bruxelles. L'histoire est intéressante car en fait elle témoigne que rien dans nos affaires, pas plus dans l'histoire de l'art dans sa forme la plus conventionnelle que dans les pratiques d'aujourd'hui, rien ne saurait exister si vous ne le pensez dans la relation, évidemment, à la réalité politique du lieu. Somme toute, l'Ancien Régime nourrissait, pour certains des souverains, et nous le voyons bien ici, des relations étroites avec les créateurs. Sans François Ier, ni Rosso, ni Matisse, ni Niccolò dell'Abate n'auraient construit la galerie que vous connaissez ici. Sans les fantasmes historiés qui nous conduisent jusqu'à Napoléon III, pas de ces salles comme celle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. La relation, voire la corrélation entre le pouvoir et la création, qu'elle appartienne à l'Ancien Régime ou qu'elle appartienne aux démocraties contemporaines, reste, ne le nions pas, évidemment fondamentale. Et sans un lien subtil avec les politiques d'aujourd'hui, pas évidemment de possibilité de déploiement, si vous voulez, d'une collection ou de la construction même d'une institution nouvelle. Le pari de Bruxelles était un pari qui, à mon avis, s'imposait. Pourquoi ? Bruxelles est capitale dite administrative de l'Europe. J'ai même eu une expérience intéressante en forme d'anecdote que j'aimerais vous raconter. Lorsque j'ai été sollicité à titre personnel, puisque je connais fort bien la Belgique et sa scène artistique, par la région de Bruxelles,
dans la perspective de construire un projet, j'ai pensé qu'il fallait aller voir la Commission européenne et qu'il fallait en discuter avec eux. Et là, j'ai été quelque peu étonné, mais somme toute, cet étonnement rejoint peut-être la situation dans laquelle se trouve l'Europe politique aujourd'hui, des réponses qui m'étaient faites. La première de ces réponses était de me dire que tout devait se construire au prorata de l'importance des pays qui faisaient partie des 27 européens. En d'autres termes, qu'il fallait donner plus à la France ou à l'Allemagne et moins à l'un des petits pays qui a rejoint l'Europe. C'est dire combien, déjà dans cette réponse, on comprend quelque chose de l'incroyable complexité de la construction même de ce projet européen. Je suis parti quelque peu dépité en me disant que mes interlocuteurs n'y comprenaient rien. Je suis retourné avec l'idée d'essayer de voir si l'on pouvait bâtir un projet indépendamment même de ces réflexions. Et là, je me suis heurté à autre chose. Je me suis heurté à ce dilemme qui trouve évidemment sa pleine place dans l'histoire, qui, comme vous le savez, continue d'opposer les Wallons et les Flamands. Les Wallons, longtemps majoritaires, aujourd'hui minoritaires, les Flamands puissants et riches, la Wallonie étant aujourd'hui, bien évidemment, très en deçà de l'économie des Flamands. Mais, et c'est là où quelque part notre idée de peuple peut en quelque sorte être là comme en filigrane, je mesurais mal que, somme toute, Bruxelles était certes la capitale, mais qu'elle était en Flandre. Et donc, dans cet imbroglio entre les Wallons et les Flamands, moi qui suis français, qui ne suis pas wallon, car être wallon, c'est être belge francophone, et être français, c'est être français. Et d'un autre côté, cette ville, Bruxelles, capitale, qui en même temps se trouve dans une des 3 régions de la Belgique, qui est une région flamande, et tout cela par l'évolution du politique, j'ai compris quelque part que la question même de la langue était aussi absolument fondamentale. Quelque part, aller en Espagne, supposer parler espagnol, ou un langage commun, l'anglais, c'est ainsi, ce n'est pas de mon fait. Mais aller à Bruxelles était de fait se confronter à une histoire qui laisse des traces et qui reste extrêmement active aujourd'hui, qui est l'opposition entre, d'un côté, cette culture wallonne et, d'un autre côté, cette culture flamande. Et là, les choses ont été évidemment extrêmement complexes, au point que je me suis dit qu'il fallait, en tout état de cause, dans un moment de préfiguration, avant même que les travaux que nous allons commencer ce mois de juillet pour 2 années, pour mettre le bâtiment aux normes, je me suis dit que dans l'instant où nous prenions possession de ce garage, il fallait effectivement avoir une réflexion sur tous ces différents aspects. Car de fait, nous entrions, vous le voyez sur la photographie, dans un garage. Et qui plus est, un garage dont l'histoire était une histoire française, un garage Citroën. Nous entrions dans un bâtiment élaboré dans les années 30 par André Citroën lui-même et réalisé par 2 architectes flamands. Un bâtiment qui était devenu au fil du temps le plus important garage Citroën du Benelux, qui aujourd'hui est d'une superficie de 40 000 mètres carrés, mais qui est fondamentalement lié à l'histoire de la ville, au point que, arrivant à la gare, prenant le métro, prenant un taxi, il me suffisait de dire « emmenez-moi au Citroën ». C'est vous dire l'impact même de ce bâtiment qui est à proximité du canal de l'Isère dans le tissu local. Ils sont rares, ces lieux qui sont si emblématiques, puisque c'est, comme vous le voyez dans l'image du haut de gauche, un bâtiment donc typique des années 30. Ils sont rares, ces lieux qui sont devenus si familiers aux gens qu'il suffit de les désigner par leur nom pour que tout un chacun puisse, d'une certaine façon, savoir s'y retrouver. Et là, il y avait quelque chose d'intéressant, qui était aussi le fait qu'il me fallait travailler de manière extrêmement subtile, ou tout du moins
aussi subtil que je pouvais savoir le faire, il fallait travailler le contexte même, encore une fois, le contexte dans lequel nous allions nous retrouver. Nous avons donc esquissé pendant 14 mois, entre le moment de la signature et le moment des travaux qui, comme je vous le dis, commencent en juillet, nous avons esquissé un programme de préfiguration, un programme pluridisciplinaire dans le bâtiment brut, au point que nous l'avons appelé canal brut, canal puisqu'à proximité du canal de l'Isère, qui permet d'ailleurs de faire la jonction entre la Belgique et la France, canal brut parce que le bâtiment tel que nous l'avons trouvé. Et vous le voyez dans les images, nous avons trouvé un garage. Et de fait, étant dans ce garage, nous avons dû répondre à la logique même du lieu. Pas de climatisation, pas d'équipement comme il faut en avoir. Donc, avec les équipes, nous avons décidé de nous infiltrer dans cet espace et de concevoir des projets qui, pour beaucoup d'entre eux, seraient des projets de partenariat aussi bien avec la scène wallonne qu'avec la scène flamande. Ah, j'ai eu des refus. J'ai eu au départ des refus, jamais des Wallons, comme vous l'imaginez, mais des Flamands, voyant dans l'idée du projet une forme de colonisation. Je les ai rassurés, je n'étais pas Bonaparte, je n'envahissais pas la Belgique, ou alors ça se serait su. Mais il y avait des réticences, réticences qui étaient à la fois culturelles, politiques, idéologiques, mais je leur ai dit qu'un artiste, de fait, développait à la fois un langage particulier, mais un langage qui tendait à l'universalisme. Je leur ai dit que la grandeur d'une œuvre était à la fois, bien évidemment, de s'inscrire dans une histoire, mais de transgresser, voire de transcender même cette histoire. Et petit à petit, souvent, et c'est intéressant d'ailleurs, davantage par le biais du spectacle vivant, par le biais des formes contemporaines, de la performance, de tout ce qui fait la réalité, si vous voulez, de la création d'aujourd'hui, les gens de la scène de Bruxelles, le Kunstfestival, le Kai Theater, beaucoup d'autres lieux gérés par des Flamands, se sont ralliés à cette idée, de telle sorte que d'une certaine façon, même s'il y a encore aujourd'hui beaucoup moins, mais quelques réticences, nous leur avons dit que le Centre Pompidou n'était pas là pour coloniser quoi que ce soit, mais peut-être pour produire quelque chose qui rejoint en partie donc ce qui nous réunit dans cette journée, réunir ce que la communauté wallonne et la communauté flamande ne pourraient jamais mettre en œuvre elles-mêmes. Vous connaissez l'expression qui laisse entendre que nul n'est prophète en son pays, mais vous savez aussi qu'il faut parfois être, comme disait Montesquieu, l'étranger dans Athènes pour réussir à construire quelque chose. Et j'ai le sentiment, moi qui ai assisté pendant tant et tant d'années à ces dilemmes, à ces divorces, à ces oppositions au sein même du contexte belge, j'ai le sentiment que même si d'une certaine façon tout cela est évidemment complexe à mettre en œuvre, c'est parce que vous êtes étranger à la chose, parce que vous êtes extérieur à la chose, et parce que je ne suis pas belge, si vous voulez, que d'une certaine façon, on peut essayer de poser avec une feinte naïveté, mais peut-être avec un peu de naïveté aussi, les prolégomènes, les prémices, si vous voulez, d'un travail dans ce lieu extraordinaire où nous avons installé de manière séquencée des expositions thématiques, jouant avec les espaces, le métal, le garage, jouant avec évidemment la réalité même monumentale de ces espaces. Et vous le voyez dans l'image qui est en bas à droite, nous avons même pu y installer ce qui est une des spécificités des collections du Musée national d'art moderne, ces œuvres à l'échelle 1, ici la maison tropicale de Jean Prouvé. Mais en installant la maison tropicale de Jean Prouvé, puisque dans notre collection d'architecture, nous avons des maisons. Nous avons des maisons à l'échelle 1, si vous voulez.
Nous n'avons pas tant installé la maison tropicale de Jean Prouvé parce que c'était Jean Prouvé, ou parce que c'était, si vous voulez, une pièce monumentale que nous ne savons pas montrer au Centre Pompidou, mais nous l'avons aussi installée avec l'idée de dire maison tropicale construite en Afrique, le passé colonial du Congo belge, tentons de poser quelque chose. Et donc la pièce est devenue en quelque sorte une plateforme, elle aussi, pour poser une réflexion sur les relations entre la situation coloniale de l'époque de Léopold et la situation post-coloniale. En d'autres termes, nous avons tenté, et je crois en partie réussi, à déjouer le piège qui nous était tendu et qui laissait entendre que nous-mêmes colonisions la Belgique en proposant une réflexion à partir de ces habitats temporaires de Jean Prouvé, qui, vous le savez, ont été démontés sur ce que fut l'histoire coloniale ô combien violente de la Belgique, puisque, vous le savez probablement, mais le Congo n'était rien d'autre que la propriété personnelle du roi des Belges, qui donc l'avait acquis dans l'entre-deux-guerres. Vous connaissez l'histoire de Lumumba, vous connaissez l'histoire de Moïse Tshombe, vous savez ce qu'a été la violence de la décolonisation dans la Belgique, de ce que ce grand artiste qu'était Marcel Brotars appelait « pauvre Belgique ». Et nous avons essayé de poser justement, à partir de certaines pièces de la collection, une réflexion sur cette idée post-coloniale dont on sait qu'elle est absolument une idée déterminante dans notre pensée contemporaine, plus qu'une idée, une réalité avec laquelle, de fait, les musées ont à penser. Je ne sais si parmi vous, et je le suppose, certains vont aux États-Unis, mais il est intéressant de remarquer qu'aux États-Unis, dans un souci de rachat, peut-être pour tenter de prendre ses marques au regard de la politique de Donald Trump, la quasi-totalité des musées, à New York et ailleurs, ne fait plus que des expositions d'artistes non européens ou non occidentaux. Qu'il est à regarder la programmation du Musée d'Art moderne de New York, du Musée de Los Angeles, du Musée de San Francisco et de beaucoup d'autres très grandes institutions, qu'on y voit désormais en ce moment des expositions d'artistes afro-américains. Alors on est content, évidemment, de voir des choses qui obligent à imposer une autre narration, qui nous obligent à déconstruire, comme on dit, la logique de ce schéma impérialiste et dominateur sur lequel s'est construit l'histoire de l'art. Il y a encore fort peu. On est content en même temps de s'obliger, quelque part, à remettre en perspective, si vous voulez, les programmes, voire les acquisitions de ces institutions. Mais il est clair qu'il y a dans ce mouvement actuel une évidence dont aucune institution ne saurait se passer. De la même manière, pardon, mesdames, de dire qu'il n'est plus concevable aujourd'hui de bâtir une programmation sans réfléchir à une autre minorité s'entend des musées, qu'ont été évidemment la présence des femmes dans ces institutions. Et tout cela, voyez-vous, vous pouvez l'expérimenter, le mettre en perspective de manière différente si, d'une certaine façon, vous êtes dans un territoire aussi bien géographique que de la pensée, différent de celui avec lequel vous travaillez au quotidien. Travailler à Paris n'est pas travailler à Bruxelles, et encore moins travailler à Malaga. Travailler à Paris vous rend comptable d'une histoire qui est déjà l'histoire du Musée national d'art moderne telle qu'elle a été bâtie par le grand Jean Cassou à partir de 1944. Travailler à Paris est aussi se souvenir que la quasi-totalité
des artistes de l'art moderne et contemporain sont pour beaucoup des exilés. Voyez les Picasso, les Miro, les Chagall, et voyez plus près de nous les Chinois de Tiananmen qui, en 1989, s'installent chez nous pour faire certainement l'une des communautés les plus actives et les plus dynamiques de la scène artistique contemporaine. Il m'a semblé que si, à l'origine, pour être honnête avec vous, ce désir de sortir de nos murs répondait à une réalité pratique, liée, comme je vous le disais tout à l'heure, aux contraintes des espaces qui sont les nôtres, il m'a semblé qu'au fil du travail que les équipes ont élaboré, ces plateformes sont devenues et vont devenir des lieux de réflexion qui, certainement, en nous faisant faire ce pas de côté, les Anglais disent « step on the side », ce pas de côté pouvait nous permettre d'avoir une véritable réflexion, non pas tant sur le passé du musée que sur le futur de l'institution. Car le futur de l'institution passe fondamentalement, comme vous l'imaginez, par la réalité du monde dans lequel nous vivons. Une mobilité beaucoup plus grande. Quand j'étais directeur des musées de Marseille, il n'y avait pas de TGV. On prenait l'avion pour monter à la capitale. Et je vous parle d'un temps qui, vous me voyez, n'est évidemment quand même pas celui de Napoléon III. Lorsque j'étais à Marseille, j'avais constamment des gens qui me disaient « Commencez là-haut, on ira visiter un jour ». Et il se trouve que, étant à Marseille, je me suis souvenu de cette phrase extraordinaire que m'avait dit un pied noir installé au moment du rapatriement des Français d'Algérie, qui, lorsqu'ils arrivaient à Marseille, envoyaient un téléx à leur famille « Suis arrivé Marseille, pars demain pour France ». Manière de dire que la géographie mentale, celle du Maghreb, si vous voulez, autour même de la Méditerranée, conduisait à penser les relations entre les peuples d'une manière tout à fait différente de la manière dont nous-mêmes pouvons la penser lorsque nous sommes ici à partir de cet État ô combien centralisateur dans sa capitale qu'est Paris. Il y a d'ailleurs là des choses intéressantes, je crois qu'il faut avoir à l'esprit en venant à Fontainebleau, en imaginant les rois de France déplaçant la capitale, en un Louis XIV ayant peur de la fronde, s'installant à Versailles, et d'autres qui, avant lui, avaient décidé que la cour serait du côté de la Loire. Il y a des choses là qui, en termes de géopolitique, ne relèvent pas que du tourisme, mais qui, de fait, doivent nous interroger sur l'histoire et la géographie, et souvent la géographie dont on sait qu'elle fait l'histoire. Et je crois que, justement, ce sont ces réalités-là qui, lorsque je me suis retrouvé, essentiellement d'ailleurs à Bruxelles, moi qui avais l'habitude à Bruxelles, de fait, de parler français, car on y parle français, et qu'on y parle aussi flamand, mais avec plutôt des réticences, ce sont ces réalités-là qui, à un moment donné, si vous voulez, me sont apparues. Parce que cette géographie n'était pas tant la géographie d'un autre continent, que la géographie, je dirais, quasi tectonique de ce qui se passe dans l'Europe depuis que l'Europe existe, et nous l'avons vu, nous qui avons assisté aux guerres civiles ou aux différentes guerres qui ont traversé l'Europe contemporaine, reste également constamment en mouvement. Je pensais, et l'avenir dira si l'idée valait la peine qu'on l'explore, que nous avions à Bruxelles le moyen même de réfléchir à l'Europe contemporaine. Et la programmation que nous avons faite, la programmation que nous y ferons, sera fondamentalement axée, si vous voulez, sur cette réalité. Elle sera peut-être d'ailleurs davantage axée sur une Europe du Nord, puisque d'une certaine façon, c'est de l'Europe du Nord dont on parle lorsqu'on est à Paris et qu'on regarde vers Bruxelles, et de l'Europe du Sud lorsque l'on regarde Malaga, évidemment. Après, vous le savez,
on est toujours le nord de quelqu'un ou le sud d'un autre, et c'est aussi là où, d'une certaine façon, je pense que ces expériences qui nous conduisent hors les lieux sont absolument fondamentales. Et puis, il y avait d'autres choses. Il se trouve que dans l'instant où nous sommes implantés à Bruxelles, sont arrivés les événements tragiques de Molenbeek. Et qu'à partir de ce moment-là, Molenbeek étant immédiatement de l'autre côté du canal où se situe le bâtiment, nous nous sommes dit qu'il y avait un travail à faire, encore plus attentif que celui qu'on aurait voulu faire. J'ai demandé à Michel Gondry, entre autres, le cinéaste que vous connaissez, de me construire ce projet qu'il avait réalisé autrement au Centre Pompidou et que nous avions appelé l'usine de films d'amateurs. En d'autres termes, j'ai demandé à Michel Gondry de me construire dans ce gigantesque espace un studio, de telle sorte qu'on puisse inviter l'ensemble des communautés de Molenbeek dans cette ville de Bruxelles qui comporte pas moins de 130 communautés. 130 communautés. J'ai demandé à Michel Gondry de venir nous concevoir un projet pour que ce projet puisse être réalisé en partenariat avec ces communautés. Et la chose a été extraordinaire. Car en fait, si vous voulez, à ce moment-là, les gens sont-ils entrés dans un musée ou dans un centre d'art? Et le centre Pompidou est-il un musée ou un centre d'art? Somme toute, la force du centre Pompidou, ça a été, à l'origine de son histoire, d'être un nouveau modèle. Rien ne pouvait évidemment présager de l'immense succès public du centre Pompidou, si ce n'est peut-être l'intuition qu'avait eue Georges Pompidou en son temps. Georges Pompidou, qui somme toute avait inventé cette idée à l'issue de mai 68, dont il avait sans doute tiré la leçon suffisamment, en tout cas intelligemment, pour se retrouver, après avoir été le Premier ministre de mai 68, président de la République, qui succéderait au général de Gaulle. Tout ça revient à l'esprit quand vous travaillez dans un contexte, le vôtre, le mien, où que vous soyez. Et tout cela, à un moment donné, comme par exemple la nécessité de réfléchir à la situation de Molenbeek, quartier qui tout d'un coup devenait un quartier douloureux, quartier qui devenait un quartier maudit, si vous voulez, dans le territoire bruxellois, tout cela devait contribuer, à mon sens, à la réflexion sur la programmation et sur le dialogue que vous pourriez nouer avec les habitants. Mais tout cela, c'est de la longue haleine. Tout cela, c'est du temps long. Il y a le musée au temps court, celui du quotidien. Il y a le musée au temps long. Vous allez me dire qu'après tout, le musée, par sa nature même, c'est du temps long. Mais c'est du temps court dans l'instant où vous vous confrontez au quotidien, où de fait, comme vous le savez, on n'accepte plus que le musée soit simplement ce lieu de la passivité, ou de la simple contemplation, même si la contemplation est une réalité aussi qui active la pensée, mais le musée doit être peut-être dans cette galaxie qui aujourd'hui nous confronte à une réalité proprement spectaculaire du monde. Le musée est peut-être cette alternative. Non, les musées n'ont pas à ressembler à des salles de spectacle. Non, les musées n'ont pas à être des atriums ouverts à tout et à n'importe quoi. Mais ils doivent proposer sans doute une alternative, si vous voulez, à la réalité du tout spectacle, de cette société du spectacle dans laquelle nous vivons. Il y a spectacle et spectacle au musée. Et comme vous le voyez dans les images qui sont là, chose étonnante, mais des expériences de différents types, des invitations, des performances, des formes brèves, des formes qui mettent également en question l'écriture du théâtre classique, qui quelque part rejoue la quatrième scène telle que l'avait définie Bertolt Brecht. Eh bien, ces scènes-là peuvent trouver leur place dans l'espace du musée que de fait elles ne trouveraient pas dans un théâtre à l'italienne. Vous voyez, je m'étonne, somme toute, que la forme de la conférence, comme celle que je vous donne, eh bien, obéisse toujours à la logique de l'estrade et des chaises bien alignées les unes derrière les autres. Je m'étonne qu'après que Gilles Deleuze ait inventé à Vincennes un système où la relation entre le maître et l'ignorant déplaçait complètement les choses, cette réalité-là ne soit pas prise en compte davantage dans l'instant où se construit l'échange entre la scène et son public.
Malaga, donc, Bruxelles, et cette perspective qui nous conduira, vous l'avez sans doute entendu, en Chine, à Shanghai, à la fin de cette année. Sous vos yeux, des images de synthèse, sous vos yeux, des images qui vous montrent ce que sera le bâtiment que nous construisons aujourd'hui à Shanghai avec l'architecte anglais David Chipperfield. Un projet sur le West Bund d'environ 4500 mètres carrés, un projet simple, sobre, bâti par un aménageur sur l'immense langue de terre dont vous voyez ici en haut une image. Une langue de terre de 14 km de long. Et je me souviens encore, alors que j'arpentais la Chine, pas toute la Chine, comme vous l'imaginez, mais que j'allais aussi bien à Hong Kong, où se bâtit un important musée, aujourd'hui M+, que j'allais à Pékin, Beijing, je me suis dit qu'il ne valait peut-être pas s'implanter parce qu'une trop grande proximité du pouvoir. Je me suis dit que, après avoir été à Chengdu ou à Canton, c'était peut-être là, à Shanghai, du côté du West Bund, que quelque chose de fait pouvait trouver une possibilité d'exister. Je vous montre ici à droite des images du chantier qui témoignent donc de l'état du lieu. Nous ouvrirons ce lieu au mois de novembre prochain, mais ce lieu alors nous conduira au-delà même de ce dialogue européen que nous avons établi entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, à un tout autre décentrement. Et cette histoire, voyez-vous, avec la Chine, est une histoire en tout point absolument essentielle. D'abord, elle est ancienne. Elle remonterait bien évidemment à la route de la soie, si l'on voulait faire une synthèse trop brève. Elle remonte également à l'histoire moderne et contemporaine. Nous avons ausculté nos collections. Et dans les collections du Centre Pompidou, il y a bien 3 moments qui rendent compte de ce rapport à la Chine moderne. Lorsque, dans les années 1920, des artistes chinois sont venus à Paris pour étudier. Lorsque, dans l'après-guerre, des artistes, vous connaissez tous le nom de Zhao Wuqi ou de François Cheng, sont venus pour s'y installer. Ou lorsque, je le disais tout à l'heure, au moment de Tiananmen, en 1989, les Shenzhen, les Wangdu, les Huaiyongping, les Ming et beaucoup d'autres sont venus, y ont fait des enfants qui sont français et qui, d'une certaine façon, les ont amenés à élire la France comme territoire. Mais il est clair que dans l'instant où vous pensez cette fois-ci les choses entre l'Est et l'Ouest, entre la Chine, sa règle de vie, ses codifications idéologiques entre communisme et ultracapitalisme d'aujourd'hui, vous ne vous retrouvez absolument pas dans une règle du jeu comparable, bien évidemment, à celle de votre propre pays et encore moins des 2 autres lieux que nous avons bâtis. Voilà où en est aujourd'hui la réflexion du Centre Pompidou sur cette question qui, quelque part, rejoint, je l'espère, une des préoccupations qui est la trame même de cette journée, qui n'est pas tant le peuple en tant qu'une abstraction, si vous voulez, mais le peuple en tant qu'une réalité qui nous conduirait non pas tant d'ailleurs à dire le peuple qu'à dire les peuples. Et c'est certainement là que, dans ce monde global, au risque d'une globalisation qui, comme vous le savez, rencontre aussi l'ultralibéralisme, il y a, je crois, des positions géographiques, politiques, intellectuelles à affirmer. Merci.